si vous êtes capable d'imaginer une action concrète, c'est probablement une action que vous avez faite une seule fois. Donc, ceci vous apporte à utiliser le passé composé. Donc, c'est vraiment une question de... Pas nécessairement, est-ce que vous êtes capable de l'imaginer, mais à quel point est-ce que c'est concret aussi? Quand c'est spécifique, bien situé dans le passé, exactement. etc. Oui, ça, c'est une très belle explication parce que c'est réellement, oui, nous parlons de cette compétence du format de l'examen qui se reflète un tout petit peu dans nos pratiques de classe. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore là, en fait, aujourd'hui pour essayer un tout petit peu de revenir, en fait, sur des sujets. Les sujets qui touchent l'enseignement, apprentissage et surtout, beaucoup plus au fait, ça touche la préparation des examens pour le fonctionnaire en fait qui se prépare pour les examens de langue seconde. Swan et moi, ma collègue, nous allons essayer de nous présenter et puis après, nous allons essayer de discuter des sujets et de voir ensemble comment est-ce qu'on peut aboutir à des conseils, astuces qu'on peut partager avec vous afin de vous permettre en fait de mieux vous préparer pour vos examens. Swan, bonjour. Bonjour. Et donc, nous sommes ici aujourd'hui. J'aimerais en fait qu'on discute encore ensemble sur les pratiques d'examen ou du moins sur les pratiques de classe, etc., surtout pour nos collègues qui sont fonctionnaires et qui se préparent en fait aux examens de langue. Alors, avant d'y aller, je vais commencer par me présenter d'abord pour que notre auditoire nous connaisse davantage. Et puis après, tu peux aussi te présenter et puis on pourra en fait ouvrir notre discussion. Je suis Steven, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis coach de langue. Je prépare en fait les fonctionnaires pour les examens. Mon objectif en fait, c'est de permettre d'alléger un tout petit peu la tâche parce que normalement en fait, vous prenez les langues secondes, comme un aspect connexe au fait de votre travail, développement professionnel par exemple, ou tout simplement vous tombez dans la politique au fait professionnelle de favoriser le bilinguisme dans les milieux professionnels. Et il est question ici de vous préparer et cela tombe au fait à côté de tout ce que vous avez déjà comme responsabilité. Alors, c'est vraiment stressant. Nous avons vu pas mal de gens qui sont stressés lors de préparation des examens. Et moi, j'interviens, c'est à ce moment-là que j'interviens en fait pour préparer les gens, alléger la tâche, les coacher et aussi les amener à être prêts pour les examens parce qu'on a constaté que l'examen n'est pas que la langue. L'examen, c'est beaucoup de choses. C'est aussi travailler, coacher quelqu'un en fait, travailler son attitude pour l'examen. Et donc, voilà, je suis enseignant, un peu de mots, et je suis là. Ouais, s'il vous plaît, Swan. Bonjour à tous, je m'appelle Swan, je suis aussi enseignante de français, d'anglais. Pour ma part, je me spécialise surtout au niveau de la linguistique et sur les formats des examens pour le gouvernement. Donc, de mon expérience, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est que les apprenants ne savent pas nécessairement par où commencer, comment bien se préparer pour les examens. Donc, j'essaie de les guider afin qu'ils puissent éventuellement non seulement comprendre la structure des examens, mais aussi de pouvoir bien les réussir sans être trop stressés ou pour qu'ils puissent, pour que ça soit un peu plus facile pour eux. Merci beaucoup, Swan. Tu es la bienvenue, en fait. Aujourd'hui, nous allons essayer de discuter de beaucoup de points. C'est que tu es l'expert, donc, en la question, en fait, à ce qui concerne les examens de langue. Et je me rappelle, en fait, la fois passée, nous parlions déjà, en fait, de ces examens. C'est quoi la différence entre l'ancien format et les nouveaux formats, en fait, d'examen? Oui, en fait, dans l'ancien format, il y avait 4 parties
dans lesquels il y avait des fichiers audio auxquels vous deviez résumer tout ceci. Mais ces formats, ces enregistrements ne font plus partie du nouvel examen. Donc, maintenant, c'est peut-être un examen qui est un peu plus détendu. Donc, c'est plutôt une conversation et dans laquelle vous devez, même si c'est une conversation, vous devez faire attention parce qu'il faut vraiment que vous répondiez à certains critères des évaluateurs, puis tout en parlant de façon assez naturelle. D'accord. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont encore similaires en fait par rapport à l'ancien format? Je me rappelle, pour l'ancien format, il y avait 4 parties. Exactement. Et puis, pour le moment, si je ne m'abuse, il y a combien de parties en fait pour le moment? OK. Il n'y a pas nécessairement un nombre de parties prédéterminé en ce moment, mais je dirais qu'en ce moment, il y a plutôt un peu plus comme 3 parties. Donc, premièrement, il y a des questions simples. Ensuite, il y a normalement une histoire que l'apprenant ou la personne qui va faire l'examen doit répondre. Puis, dernièrement, il y a des questions d'opinion. Et donc, en d'autres termes, tu veux dire tout simplement que les formats, ça reflète un tout petit peu les niveaux de langue. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de niveau de langue, nous voyons en fait qu'il y a le niveau débutant, il y a les niveaux intermédiaires et les niveaux avancés. Nous les appelons les niveaux A, niveau B, niveau C. Et donc, c'est que le format essaie un tout petit peu d'évaluer ces 3 niveaux de langue, c'est-à-dire les niveaux débutants où on est supposé être en contact avec la langue et on est supposé être capable, par exemple, c'est le niveau élémentaire où tu interagis dans ton environnement immédiat. C'est que ici, nous voyons comme un enfant, par exemple, comment est-ce que les enfants apprennent? Les enfants commencent par interagir d'abord dans leur environnement immédiat. Par exemple, ils essayent d'identifier les choses d'abord, les décrire, par exemple, ça peut être un verre, ça peut être un gobelet, ça peut être papa, ça peut être maman, etc. Et donc, on interagit avec cet environnement immédiat et les compétences qui sont sous-entendues ici, ce sont des compétences d'identification, identifier, décrire, expliquer, etc. Et donc, qu'est-ce que cela signifierait pour un fonctionnaire? Cela signifierait tout simplement pour un fonctionnaire que dans votre environnement immédiat, qui est peut-être votre bureau, votre édifice par exemple, votre environnement où vous passez beaucoup de temps, vous devez faire preuve tout simplement de cette compétence, au fait, plutôt identifier, décrire, comparer, expliquer. Et donc ça, ce sont des connaissances de base pour une langue, c'est-à-dire à interagir dans un environnement où vous exercez vos 5 sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le goût, le toucher, etc., et les oui, etc. Et qu'est-ce que ça signifierait en termes de vocabulaire, par exemple? Est-ce que quand vous regardez autour de vous dans les milieux professionnels, est-ce que vous êtes capable de nommer tout ce qui vous entoure, par exemple? Est-ce que vous êtes capable de former une phrase simple? Parce que lorsqu'on parle de phrase simple ici, on ne voit pas que la phrase simple, ça signifie tout simplement une phrase où il y a, par exemple, il y a une seule action. C'est différent d'une phrase complexe où il y a plusieurs actions, il y a plusieurs corrélations, etc., plusieurs idées qui s'expriment. Mais la phrase simple, est-ce que vous êtes capable de formuler une phrase simple pour décrire, au fait, ou tout simplement identifier les choses qui vous entourent? Alors, dans mon environnement immédiat, je me vois seul d'abord. Je peux m'identifier. Qui suis-je? Comment je m'appelle? Quelles sont mes responsabilités? Quelles sont mes tâches journalière, par exemple, avec qui je travaille, quelle est mon équipe, etc. Et c'est bien ça, en fait, l'environnement immédiat. Est-ce que, et après l'environnement immédiat, nous voyons aussi qu'on peut aussi évaluer ce qui va au-delà de l'immédiat.
C'est ça, en fait, les niveaux beaucoup plus intermédiaires parce que ça va au-delà de tout ce qu'on peut voir, tout ce qui tombe sous nos sens. Ça peut être, au fait, quelque chose qui s'est passé dans 10 ans, quelque chose qui arrivera peut-être à notre retraite. Et là, nous sommes appelés à faire appel à des compétences plutôt qui vont au-delà, au fait, de l'immédiateté. Et quelles sont ces compétences? Ça peut être peut-être raconter quelque chose au passé, faire un récit, faire une narration. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose par rapport au fait au niveau plutôt intermédiaire, Swan, s'il te plaît? Euh, Au niveau intermédiaire, je dirais que Mhm. oui, c'est vraiment comme Steven l'a mentionné. Donc, ce n'est pas seulement d'être capable de décrire son environnement immédiat, mais ce serait plutôt d'être capable de décrire un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans votre passé? Qu'est-ce Mhm. que vous avez fait à l'aide de plusieurs phrases qui ont un certain lien entre elles pour ensuite pouvoir comprendre une histoire complète. Mhm. Puis ensuite, oui, c'est tout, en fait. Eh bien, c'est donc ça. C'est que, par exemple, lorsque tu as des étudiants qui viennent qui cherchent en fait les niveaux B, etc., ils sont déjà capables, par exemple, ils ont déjà leur niveau A, et tu constates qu'ils ont le niveau A, ce sont des gens en fait qui sont capables de formuler des phrases simples de leur quotidien. Et ils savent en fait s'identifier, dire qui ils sont, comment est-ce que, du moins leur responsabilité au quotidien, comment est-ce qu'ils voient des choses dans leur environnement de travail, etc. Alors, est-ce que tu as des stratégies pour les amener de ces niveaux-là au niveau intermédiaire, en fait? Quels seraient peut-être, en termes de grammaire et conjugaison, quels seraient au fait du moins les contenus en termes de grammaire et conjugaison sur quoi il faut insister? Normalement, lorsqu'une personne est débutante, Mhm, ils ont encore normalement de la difficulté à conjuguer. Donc, je mhm. pense que de faire des exercices de répétition pour les temps du passé pour que ça devienne automatique Ouais, et qu'il n'ait pas besoin de penser ou d'arrêter à tous les mots, deux mots, juste parce qu'ils ne sont pas capables de conjuguer, serait ouais. peut-être une bonne idée. Mhm. Ou bien aussi, il f- ce qui marche normalement, si vous prenez la stratégie STAR, C'est, parce que les étudiants ont tendance à oublier qu'il faut avoir un début, un mhm. milieu et une fin. C'est, Donc, en utilisant STAR, STAR veut dire situation, T pour tâche, donc mhm. qu'est-ce que vous deviez faire, A, action, C'est, qu'est-ce que vous avez vraiment fait, mhm, et R, résultat, donc qu'est-ce qui s'est passé à la fin. mhm, La plus grande erreur que je vois, mhm, c'est que les gens ne finissent pas leurs histoires. Donc, mhm. ils expliquent le contexte, mais il n'y a pas de fin. D'accord, Donc, d'accord. faites Et certain donc, de et terminer. parce qu'ici, Swan, tu étais en train de m'expliquer en fait les formats et comment est-ce que ça se reflète dans nos classes pour préparer quelqu'un aux examens. Alors, tu venais déjà parler, tu venais de parler en fait du niveau de 8 ans, bien entendu. Mhm. Et puis, maintenant, nous projectons en fait dans la classe où nous avons des étudiants qui ont déjà ces niveaux et qui cherchent leur niveau, par exemple, intermédiaire, leur niveau B. Et nous nous disons que nous allons en fait conduire ces étudiants du niveau élémentaire qui suppose qu'ils sont capables de s'identifier, de dire qui ils sont, où ils travaillent, ils sont capables de nommer les choses, c'est totalement identifier des choses dans son environnement, et donc ça c'est le niveau débutant. Alors, quels sont les contenus, par exemple en termes de grammaire, parce que nous savons que le niveau B, comme tu l'as dit bien entendu, c'est c'est aller au-delà de ce qu'on peut voir. Je pense que c'est lier les idées entre elles. Il faut lier les idées entre Donc, elles, oui. je pense que Mhm, si une personne est vraiment au niveau débutant, mhm. elle doit premièrement travailler sur leur grammaire pour que ça devienne plus facile. Ouais. Ensuite, ça dépend de la personne, mais c'est bien peut-être de les faire écrire des histoires en ajoutant peut-être des mots liens ou OK. quelque chose pour lier les phrases entre elles, pour Mhm, commencer à faire des liens, mhm, pour que ça devienne plus comme un niveau intermédiaire. Parce mhm, que la différence peut-être entre un étudiant qui est débutant et mhm, un étudiant qui est intermédiaire, peut-être intermédiaire bas, c'est mhm, qu'il y a des liens, des connexions
qui se font entre les idées. Donc, peut-être commencer à présenter les mots liens, n'importe quoi qui va les aider à faire des liens entre leurs phrases. Entre leurs phrases, effectivement, oui. Et je vois aussi que les niveaux intermédiaires beaucoup plus, parce que ici, nous gardons toujours cet exemple de cet enfant-là, en fait, qui apprend. Parce que lorsque nous voyons le développement d'un enfant qui apprend, en fait, une langue, nous voyons qu'il commence avec tout ce qu'il connaît, tout ce qui est autour de lui, et puis au fur et à mesure qu'il apprend, il commence au fait à amener dans son environnement immédiat tout ce qui n'est pas de cet environnement immédiat. Ça peut être peut-être un souvenir du passé. Je suis allé en vacances avec mes parents. Je voudrais, quand je serai grand, je voudrais être pilote, par exemple. Je voudrais être pape. Je voudrais être prêtre. Des choses comme ça, en fait. Nous voyons des enfants qui nous racontent des choses. Je voudrais être militaire, etc. Et donc ici, en termes de structure grammaticale, nous voyons toutes ces structures-là qui soutiennent cette compétence. C'est-à-dire, ça soutient en fait la compétence qui peut te permettre de narrer quelque chose, de raconter quelque chose, de faire un récit. Et là, nous voyons en fait qu'en termes de grammaire, nous voyons par exemple l'apprentissage des temps du passé. Quels sont ces temps-là, par exemple? Nous voyons en français, est-ce que l'étudiant est capable d'utiliser par exemple l'imparfait, le passé composé? Est-ce qu'on comprend la différence entre l'imparfait et le passé composé? Par exemple, est-ce qu'en comprenant l'imparfait et le passé composé, est-ce qu'on est capable aussi de conjuguer correctement, c'est-à-dire la formation de l'imparfait, comment conjuguer, quelles sont les généralités, quelles sont les exceptions, etc. par rapport aux règles, je voulais dire. Et par rapport au fait au temps du passé, l'imparfait, le passé composé, il y a aussi un temps que les gens, du moins dont les gens ne parlent pas assez. C'est le plus que parfait. Souvent, selon mon expérience, en fait, je vois qu'il y a des gens qui vont en classe de langue, ils apprennent beaucoup de grammaire, ils absorbent la grammaire. Je ne sais pas pourquoi beaucoup d'enseignants, lorsqu'ils enseignent, ils préparent les étudiants, il y a des enseignants qui se concentrent juste sur la grammaire. Mais ils ne disent pas comment est-ce qu'on peut utiliser cette grammaire pour soutenir une compétence pragmatique. Et une des compétences pragmatiques au niveau B, au niveau intermédiaire, je voulais dire aussi, c'est, comme nous l'avons dit bien entendu, c'est cette capacité-là à amener dans votre environnement immédiat ce qui n'est pas de l'immédiat, ce qui est du passé, par exemple, narrer quelque chose, raconter quelque chose, faire des projections dans l'avenir. Alors, en racontant quelque chose au passé, comment est-ce que vous utilisez les passés composés, comment est-ce que vous utilisez l'imparfait, et c'est quoi la nuance du plus que parfait par rapport à l'imparfait et le passé composé? Parce que le problème ici, c'est que ceux qui apprennent la grammaire, ils commencent à raconter leur histoire en utilisant le plus que parfait comme l'imparfait, en fait. Et ça, c'est déjà une erreur, en fait. Mm-hmm. Alors, c'est quoi, en fait, la nuance entre ces trois temps-là du passé? Mm-hmm. Donc, j'aime bien comparer le passé composé avec l'imparfait parce que c'est un peu plus facile à comprendre, je dirais. Donc, pour ce qui est de l'imparfait, normalement, c'est un temps où on peut répondre à toutes les questions qui commencent par QU. Donc, les 5 W's. Était là? Okay? Exactement. Les 5 W's, comme disent les Anglais. Exactement. Donc, who, donc qui, quand, when, who, qui. Est-ce que j'ai dit qui? Ah, tu as dit qui? Ouais. Where, où et quoi. C'est. What. Si vous répondez à ces questions-ci, peut-être c'est mieux parce que c'est de la description. Vous devriez utiliser l'imparfait. Mais si vous répondez plutôt à la question how, comment, là, on tombe vers le passé composé parce qu'on décrit une action qui est spécifique et que c'est l'exemple que je vais utiliser est peut-être pas nécessairement le meilleur, mais si vous êtes capable d'imaginer une action concrète, c'est probablement une action que vous avez faite une seule fois. Donc, ceci vous apporte à utiliser le passé composé. Donc, c'est vraiment une question de est-ce que
pas nécessairement. Est-ce que vous êtes capable de l'imaginer, mais à quel point est-ce que c'est concret aussi? Quand c'est spécifique, bien situé C'est dans le spécifique, passé, etc. exactement. Oui, ça, c'est une très belle explication parce que c'est réellement, oui, nous parlons de cette compétence du format de l'examen qui se reflète un tout petit peu dans nos pratiques de classe. C'est extrêmement important de comprendre en tant qu'enseignant, en tant que formateur, comment ces formats peuvent se traduire en fait dans nos pratiques de classe, c'est-à-dire dans nos pratiques d'enseignement, et comment est-ce que nous pouvons transmettre ceci dans les cadres d'enseignement, apprentissage à nos étudiants, surtout pour les gens en fait qui se préparent pour les examens. Et là, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire lorsque tu vas à l'examen, on te pose par exemple une question et que cette question appelle des compétences grammaticales, des compétences en termes de structure de grammaire qui doivent soutenir une certaine compétence qu'on est en train d'évaluer, parce qu'à l'examen, on évalue les compétences, on n'évalue pas l'imparfait, on ne te dit pas c'est quoi l'imparfait, on ne te dit pas en fait c'est quoi le passé composé, c'est quoi le plus que parfait, pas du tout. Ça, ce sont juste des outils pour vous permettre de répondre correctement en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense que, comme tu l'as dit, que la différence en classe, alors, il faut amener les étudiants, je pense que c'est ce que j'ai fait, comme tu l'as fait aussi, il faut amener les étudiants à comprendre d'abord la différence entre l'imparfait et le passé composé. Et comme tu venais de le dire, c'est que l'imparfait, c'est juste une période de temps décrite dans le passé. Pour la description. Oui. Et donc, lorsqu'on décrit une certaine période de temps, comment c'était, dans quel état, alors là, on peut dire tout simplement en peu de mots que l'imparfait, c'est un temps périodique. Alors, pourquoi périodique? C'est parce que ça peut exprimer les habitudes passées. C'est-à-dire, pendant une certaine période, j'avais telles habitudes. Quand j'étais enfant, j'allais à l'église, je me rappelle, j'allais à l'église avec mes parents. Quand j'étais enfant, le dimanche, j'ai visité mes grands-parents. C'est une certaine habitude, mais qui s'inscrit dans une certaine période de temps. Et c'est ça peut-être l'essentiel de l'imparfait. C'est continu. Oui, c'est continu, c'est une action continuelle pendant une certaine période. Et le passé composé, comme tu venais de le dire aussi, ça décrit une action qui est intervenue à un moment pointu. Pointu versus périodique. Et donc, à un moment pointu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut se traduire par une action spécifique. Une action qui commence dans le passé et prend fin immédiatement dans le passé. Et donc, arrive à un moment pointu, un point dans le passé. C'est-à-dire, quand j'étais enfant, je me rappelle, j'allais le dimanche à l'église et un jour, j'ai vu mon oncle en train de conduire un avion, par exemple. Et là, j'utilise le passé composé. Et donc, nous avons ces temps périodiques. Et puis, ici, nous avons en fait les temps pointus. Mais la question aussi qu'on se pose, c'est quoi le plus que parfait? Comment est-ce qu'on utilise le plus que parfait? Parce que on est tenté parfois lorsqu'on conjugue facilement. J'avais regardé la télé, j'ai regardé la télé, j'ai regardé la télé. Je comprends que j'avais regardé la télé, c'est le plus que parfait. J'ai regardé la télé, c'est le passé composé. J'ai regardé la télé, c'est l'imparfait. Mais quand est-ce que j'utilise j'avais regardé la télé? Et ça, ce sont des nuances que souvent les gens ne considèrent pas avant d'aller à l'examen. Ils pensent tout simplement que tu peux conjuguer le plus que parfait correctement et c'est déjà suffisant pour passer à l'examen. Et souvent, ce qu'ils oublient, c'est que le plus que parfait, c'est un temps de nuances. Et pour utiliser le plus que parfait, tu es supposé avoir deux actions du passé et tu épingles la première action qui a eu lieu, qui exprime l'antériorité
d'une action du passé par rapport à une autre action du passé. Et donc, j'ai trouvé que ça, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que toi, tu penses, en fait, là-dessus aussi? La façon la plus simple Mhm. la façon la plus simple, je pense, d'expliquer le plus que parfait Mhm. c'est le passé du passé. Mhm. Donc, c'est vraiment comme vous avez dit, une Ouais. action qui est précédée d'une autre action qui s'est aussi passée Mhm. dans le passé. Donc, j'avais terminé de faire mon devoir avant de partir. Avant de partir. Oh, quand tu y es parti. Exactement. Ouais. Donc, Mhm. en premier, tu finis ton devoir, puis ensuite, tu peux partir. Mais ce n'est pas juste un bémol, par contre. Ce n'est pas nécessairement seulement une action, c'est aussi une référence de temps. Donc, j'étais partie avant la journée qu'il était parti, peu importe qu'est-ce que c'était. Donc, ça peut être une action qui est utilisée comme un temps, ou même avant-hier, ou ça pourrait être une expression de temps aussi. Oui, ça, c'est très intéressant, effectivement. C'est que les nuances, c'est extrêmement important, surtout lorsqu'on est au niveau factuel, on est en train d'expliquer les choses factuellement. On cherche ce niveau B, mais les nuances restent en fait importantes parce qu'il y a cette nuance qu'on appelle la nuance d'antériorité, l'expression d'antériorité d'une action par rapport à une autre. Aussi, il y a l'antériorité d'une action par rapport à une autre au futur pour les gens en fait qui font des projections dans l'avenir. Est-ce que ces nuances existent en anglais? Oui. Mhm. Les verbes existent en anglais pour le plus que parfait ou le futur antérieur? Oui, les deux, j'imagine, ça existe en anglais. Nous avons des past perfect tense en anglais et nous avons des future perfect tense. Et souvent, dans mes techniques d'enseignement, je dis à mes étudiants, est-ce que vous connaissez les past perfect tense, the future perfect tense? Are you able to use the perfect tense, the past perfect tense, and the future perfect tense? And explain to me why you use the past perfect tense and in which context you use the past perfect tense. Le problème, c'est qu'avec les anglophones, ils n'utilisent pas de past perfect tense. Parfois. La seule chose, c'est que je pense que les personnes qui parlent anglais ne comprennent pas nécessairement ne connaissent pas le nom des temps de verbe. Donc, si tu ne lui dis pas comme will have given, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est peut-être present continuous ou n'importe quel temps. Donc, je pense que c'est plus facile si tu donnes un exemple concret. Puis ensuite, oh, oui, ça clique. Oh oui, like I will have given him something before he leaves. He will leave. Ou peu importe qu'est-ce que c'est. Donc, c'est peut-être bien de donner des exemples pour qu'ils puissent comprendre la différence ou les différents temps de référence dans une même phrase, que ce soit utilisé avec les temps du passé au futur antérieur. Au futur antérieur. Alors, ce que j'étais en train de dire, en fait, Swan, c'est que normalement, lorsque nous enseignons, l'erreur que nous faisons parfois, nous, les enseignants des adultes, c'est que nous pensons que nous inculquons des nouvelles compétences, en fait, à nos étudiants. Parce que nos étudiants sont des adultes et ils sont hautement qualifiés dans leur domaine. Ce sont, par exemple, des profs en linguistique, ce sont des chercheurs, etc. C'est-à-dire, ils ont déjà un certain nombre de compétences. Et il suffit seulement de le savoir et d'essayer en fait de travailler avec eux pour savoir comment est-ce qu'on peut transposer les compétences qu'ils ont déjà dans une langue seconde. Souvent en fait, j'ai remarqué ça, c'est lorsque par exemple on enseigne le français ou on enseigne l'anglais ou n'importe quelle langue cible, on ignore totalement en fait la langue première de quelqu'un. Et dans mes pratiques de classe, je constate que, plutôt, en fait, une de mes stratégies, c'est d'utiliser, en fait, la méthode comparative. C'est-à-dire, cette approche, en fait, comparative, ça suppose que je dois puiser pour vous transmettre certaines compétences ou développer certaines compétences dans votre langue cible, qui peut être le français ou l'anglais, c'est de puiser dans votre première langue. Et donc, avant, d'abord, peut-être si tu as des difficultés de raconter quelque chose, je peux te demander comment est-ce que tu les racontes en anglais, comment est-ce que tu les racontes en espagnol, comment est-ce que tu dis ça, par exemple, en Kiswahili
ou en chinois, ou en mandarin, je voulais dire, ou en punjabi, par exemple. Et la personne, naturellement, parce que c'est la linguistique, c'est la culture linguistique, c'est-à-dire les gens parlent de la même manière. Alors, à un certain moment, tu vas voir que, par exemple, pour les anglophones qui apprennent le français ou les francophones qui apprennent l'anglais, ils vont utiliser les temps du passé naturellement. Ils vont utiliser, par exemple, des past tense, des past perfect tense, des present perfect tense. Et vous lui demandez, lorsque la personne, par exemple, dit « have seen this, I saw this, I have seen this, I had seen this ». And ask the person what the difference between I had seen this, I have seen this, and I saw this. So, une fois qu'ils expliquent, en fait, la différence entre les trois, parfois ce sont des nuances, en fait, c'est à ce moment-là qu'on peut aller dans la langue cible, la langue qui est apprise, pour essayer de fixer juste des différences. Et j'ai trouvé, en fait, cette technique très utile pour l'enseignement, apprentissage des adultes. Comment est-ce que toi, tu vois ces genres de techniques, en fait, dans tes pratiques de classe? J'utilise beaucoup cette technique. Mais je pense que la première étape est toujours d'être conscient de quelles sont les différences et de la façon dont vous parlez, que ce soit en anglais ou que ce soit en français, pour être capable de reconnaître les différences entre les différentes structures selon la langue apprise. Puis aussi, un point que tu n'as pas exactement mentionné, mais qui est en lien avec ce que tu as dit, c'est peut-être aussi... j'ai perdu mon idée. Oui, ce genre de technique, oui. Ouais. Ils doivent être conscients et aussi... C'est parce que les techniques de classe, comme vous l'avez dit, en attendant en fait que votre idée revienne, c'est que moi je pense que les étudiants, ce sont des gens extrêmement qualifiés déjà. Ce sont des gens, ce ne sont pas des enfants. Les enfants, ils apprennent tout, ils essaient d'accéder au sens des choses qu'ils apprennent déjà. Par exemple, ils essaient de comprendre comment est-ce que les langues fonctionnent. Et si quelqu'un essaie de comprendre comment est-ce que les langues fonctionnent et doit apprendre comment nommer ces choses, les décrire en même temps qu'il apprend le fonctionnement, c'est déjà en fait un double travail. C'est pour cela que la pédagogie, c'est d'amener à donner aux enfants, en fait, à leur permettre d'accéder au sens d'abord. Mais pour les adultes, cet accès au sens est beaucoup plus facilité. Et une chose qui nous facilite, c'est que nous pouvons toujours puiser dans les compétences en fait, qu'ils ont dans leur première langue pour essayer de les transposer dans la deuxième langue. Et là, j'ai donné des exemples, par exemple pour les temps du passé, et ça existe en anglais, les temps du passé, du moins la nuance d'antériorité d'une action par rapport à une autre action future, des future perfect tense, etc. Et donc, est-ce que cette idée-là te revient encore? Oui, je viens de me rappeler. Ouais. Donc, quelque chose, je ne sais pas si tu le fais naturellement, je crois, mais quelque chose qui serait important aussi, ce n'est pas, lorsqu'on enseigne, ce n'est pas que vous devez tout expliquer. Je pense que c'est plus important que l'apprenant soit au centre de l'apprentissage. Ouais. Donc, c'est lui plutôt qui devrait essayer de trouver les différences, plutôt que vous qui expliquez et que ça soit un monologue et qu'il ne retienne absolument rien. Et donc, la méthode magistrale la méthode pédagogique où l'enseignant est au centre de son apprentissage, du moins de l'apprentissage des enfants, se met à l'estrade en train de transmettre les connaissances, ça ne fonctionne pas dans tes classes. Non, je dirais, un enfant normalement apprend naturellement, donc c'est un peu plus inné. Il va essayer de comprendre, d'après ce qu'il entend, il va peut-être essayer de copier. Donc c'est pour ça que même lorsque les enfants sont petits, ils apprennent à copier les gens, puis en copiant les gens, ensuite, ils produisent, ils font l'acquisition, puis ensuite, en fait, ils apprennent les règles à l'école, puis ils recommencent à faire des erreurs, puis ensuite,
il se rend compte que, oh non, ce n'est pas comme ça qu'on dit quelque chose. Comme c'est... peut-être foot. Mhm, Peut-être qu'ils entendent feet lorsqu'ils sont tout petits, mhm. mais ensuite, ils apprennent, oh, si c'est pluriel, tu ajoutes un S. Foots. Ouais, Mais ok. ça n'existe pas. Ça Donc, n'existait pas. Il puis faut... ensuite, ils se font corriger, puis Mhm, ensuite, ils reviennent à feet. mhm, Donc, un enfant va plutôt apprendre en copiant. mhm. Mais un adulte comprend déjà les structures. Donc, Ouais. c'est déjà acquis. Mhm. Donc, de là, ce serait important de plutôt focaliser sur comprendre les différences et le faire comprendre par lui-même, puisqu'il a déjà le côté logique Ouais. avec lui. Puis ensuite, une fois qu'il comprend la différence, Mhm. peut-être que ça devient plus facile à employer et par conséquent faire moins d'erreurs. Oui, l'approche comparative, effectivement. Et donc, cette approche comparative est très importante parce qu'on a commencé avec le format de l'examen et on a dit que les examens, par exemple, ont ce format-là, nous avons dans les formats de l'examen, surtout à l'oral, c'est du moins la partie qui évalue le niveau débutant, la partie qui évalue les compétences de niveau B, qui peuvent être des compétences comme nous les avons nommées, c'est-à-dire la capacité à mener dans l'immédiat ce qui n'appartient pas à l'immédiat. Alors, cela suppose que peut-être vous devez prouver que vous êtes capable de raconter quelque chose, d'évoquer des souvenirs passés, faire un récit, une narration, expliquer, etc. Faire des phrases beaucoup plus construites, hein, ce qui fait que lorsque vous faites des phrases beaucoup plus construites, mais quelle est la partie au fait, quels sont les éléments qui sont, du moins, quelle est la caractéristique qui regroupe le niveau A et le niveau B? Je dirais que ce serait plutôt de faire des phrases simples. Mhm, Sujet, mhm, verbe, objet. mhm, Puis, c'est seulement de faire des phrases complètes. mhm, Avec des temps conjugués, mhm. vous pourriez utiliser des adjectifs et des adverbes si vous voulez, mais ce C'est n'est pas sûr. nécessaire. Mhm, Tandis que le B, un peu plus de description. mhm. Donc, c'est non seulement de être capable de parler de son présent immédiat, mais aussi peut-être des choses qui se sont passées, selon, avec, ou plutôt des liens entre vos idées. Donc, c'est de commencer à raconter, à faire des descriptions, mais peut-être qui sont liées à un sujet pertinent, puis vous connectez vos idées. Effectivement. Merci beaucoup, en fait, pour cet éclaircissement. C'est que les niveaux A, comme tu viens de le dire, nous avons pris cette image-là d'un enfant qui apprend, qui essaie de comprendre tout dans son environnement. Et nous avons essayé par analogie à comprendre qu'est-ce qui serait un environnement immédiat pour un professionnel. Et nous avons compris qu'un professionnel, c'est quelqu'un peut-être qui regarde autour de soi et voit que son environnement immédiat, c'est beaucoup plus peut-être son bureau, c'est qu'il utilise au quotidien, au travail, etc. Savoir les nommer, savoir les qualifier, parler de soi-même. All about me. C'est comme ça que les anglophones disent. It's all about me. Me and myself, my environment and everything. So when you are learning on a basic level, it means on a beginner level, it's all about me. Mais, comme tu venais de le dire, it's not necessarily all about me quand vous apprenez au niveau intermédiaire. C'est-à-dire là, vous devez prouver que vous êtes capable de naviguer entre du moins dans la ligne des temps, des timelines, comme disent les anglophones, c'est-à-dire vous êtes capable à naviguer dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et lorsque vous êtes au passé, vous devez aussi être capable d'exprimer aussi les nuances des choses qui ont pris place avant les autres dans le passé. C'est là où on a évoqué la notion du plus que parfait. Et dans l'avenir, par exemple, lorsque vous faites des projections dans l'avenir, c'est important aussi d'évoquer ça peut être important si ça vous arrive, au fait, si c'est le développement de vos idées, d'évoquer l'antériorité d'une action du futur par rapport à une autre action du futur. Et c'est là où on a des future perfect tense, comme disent les anglophones, mais en français, on parle du futur antérieur, qui fonctionne totalement, en fait, comme le plus que parfait, mais qui exprime cette notion d'antériorité d'une action par rapport à une autre dans le futur. Et je m'imagine que ça, c'est extrêmement important aussi.
Alors, la question que j'ai été posée, qu'est-ce qui fait la caractéristique du niveau A et le niveau B? C'est que nous avons dit que les niveaux A et B, ce sont des niveaux beaucoup plus factuels. C'est reposé sur le fait, sur la façon dont nous exprimons au quotidien. Et donc, moi, j'ai toujours considéré que celui qui a le niveau B, c'est déjà quelqu'un de bilingue. Est-ce que c'est ton impression aussi? Je pense que c'est quelqu'un qui peut se débrouiller dans n'importe quelle sphère de sa vie Mhm, courante. mhm, Donc, je dirais oui, il est bilingue. mhm. Ouais, Il est c'est bilingue. bilingue, effectivement. Pourquoi je pense au fait que le niveau B, c'est déjà être bilingue, c'est parce que à ce niveau-là, vous êtes un tout petit peu indépendant. Vous maîtrisez la langue et puis vous comprenez toutes les nuances de la langue, mais vous êtes plutôt dans la description, dans les factuels, tout ce qui repose sur les faits, sur les choses concrètes, en fait. Hier, j'ai vu des gens. Aujourd'hui, je vois des gens. Dans l'avenir, je verrai des gens. Et dans le passé, il m'est arrivé ceci, etc. Ce sont des choses que nous décrivons et qui sont, du moins, des choses objectives. Nous faisons des descriptions objectives. Et c'est ça la différence entre ces niveaux, qui est le niveau reposé sur les faits objectivement. Je vois Swan a un ordinateur en fait argentin. Mais je souhaite que cet ordinateur soit rouge. À ce moment-là, ce n'est plus objectif. C'est-à-dire, je ne repose plus au fait mon expression sur des éléments objectifs, comme un ordinateur argentin, un ordinateur noir. Je commence au fait à imaginer, à exprimer la subjectivité. Et c'est ça, à mon avis, au fait, la différence majeure entre les niveaux B et les niveaux C, parce que les niveaux A et B, ce sont des niveaux factuels. Du moins, c'est les niveaux où vous exprimez les choses factuellement. Et les niveaux C, plutôt, c'est vous quittez les factuels et vous allez dans l'idéal, dans l'abstrait. Comment est-ce que tu envisages cela dans tes pratiques de classe? Hmm. En fait, j'utilise peut-être une définition un peu similaire à la vôtre. Donc, Mhm, normalement, A et B est vraiment factuel. Ce sont des choses qui se sont passées, qui vont se mhm, passer ou qui sont peut-être en train de se passer. mhm, Mais lorsqu'on arrive à un niveau C, mhm, c'est vraiment de commencer à discuter de choses qui n'existent pas encore, qui pourraient potentiellement mhm, exister, mais mhm. qui n'existent pas encore. Ouais, Donc, c'est c'est plus abstrait. c'est plus abstrait en fait, comme vous le dites. Et puis, parce que tout ce que nous apprenons et tout ce que nous enseignons aux fonctionnaires, je voudrais en fait leur donner toujours essayer de discuter avec eux pour comprendre en fait comment est-ce que nous envisageons ces choses dans leur quotidien au travail. C'est que lorsqu'on vous dit que votre poste est le poste BBB, par exemple, vous avez un poste B ou vous avez un poste unilingue, vous êtes à un poste bilingue niveau intermédiaire ou bilingue au niveau avancé, qu'on appelle CBC ou CCC, c'est que au niveau du moins intermédiaire BBB, peut-être vous êtes juste analyste politique ou vous êtes analyste politique qui est supposé tout simplement faire la description des choses. Ou vous n'êtes pas appelé, par exemple, à imaginer des solutions comme un gestionnaire ou comme un directeur, quelqu'un qui appartient à la haute gestion. C'est que vous êtes là pour décrire les choses, comment est-ce que ça s'est fait. Ça peut être des rapports, des projections dans l'avenir. Ça reste factuel, en fait. Et on n'est pas amené comme peut-être quelqu'un qui est AS1, AS2, AS3 à proposer des solutions abstraites. Mais nous voyons, plus vous avancez dans les travaux, plus vous allez à des postes beaucoup de responsabilité, vous commencez au fait, vous êtes supposé à ce niveau-là à commencer au fait à faire des suppositions. Vous allez beaucoup plus dans la subjectivité. Vous n'êtes pas seulement, vous ne restez pas seulement dans l'objectivité,
vous commencez à aller dans les images. Vous dites par exemple, ça c'était un bon travail et ça c'est une solution qui doit être appliquée à tel domaine et tel autre domaine. Mais si on faisait les choses comme ceci, qu'est-ce qui arriverait? Si j'avais été là, qu'est-ce qui m'aurait intéressé, par exemple? Si tu arrives là maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Je souhaite que les choses soient différemment. Et donc, vous êtes obligé, non pas de baser votre expression sur le factuel, sur les concrets, sur tout ce qui est objectif. Vous commencez à faire un saut qualitatif vers tout ce qui est abstrait, tout ce qui est subjectif, tout ce qui est imaginé, c'est-à-dire l'idéal, et vous l'exprimez. C'est à ce moment-là que dans des pratiques de classe, nous proposons en fait ces formats-là grammaticaux, les subjonctifs, pour exprimer ses préférences, sa volonté, sa subjectivité en général, ce qu'on veut voir en fait, qui peut ne pas être réellement, qui ne peut ne pas refléter l'objectivité, les choses qu'on observe objectivement. Je vois que c'est un verbe, mais je souhaite que ce soit un avion. Alors ça, c'est mon souhait, c'est plutôt la subjectivité que j'exprime. Et puis le conditionnel aussi qui vient, qui aussi essaie de nous aider au fait à comprendre comment est-ce qu'on peut imaginer certaines hypothèses et les exprimer correctement, les hypothèses réelles, irréelles au présent, irréelles au passé. Nous voyons aussi ce que les gens ne font pas assez souvent, c'est que lorsqu'on va aussi au niveau C, dans l'expression de l'abstrait, etc., on doit aussi être à l'aise avec les styles indirects. Et donc, c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire vous quittez les niveaux basiques, où vous êtes totalement à l'indicatif, présent, et to indicate something, to indiquer quelque chose, to describe something. C'est-à-dire l'indicatif comme mode de pensée, ça vous permet d'expression, ça vous permet d'indiquer les choses au niveau débutant. Et puis, nous avons le niveau intermédiaire où vous commencez à appeler dans votre environnement immédiat ce qui n'est pas de cet environnement, ce qui vous amène peut-être de faire appel à des souvenirs passés, à amener des projections de l'avenir, de les amener dans la conversation. Vous devez utiliser des structures et des phrases un peu plus simples mais complexes, et aussi en même temps parce qu'il y a des nuances, il faut utiliser les mots liens, etc., exprimer un certain nombre de choses. Et puis nous voyons le niveau avancé qui va plutôt dans l'abstrait. Ce n'est plus comme le niveau B et le niveau A qui sont dans les concrets, dans le factuel, ça va dans l'abstrait. Et grammaticalement, ça fait appel au fait à des notions comme le conditionnel, les hypothèses où on va utiliser les conditionnels, certainement, les subjonctifs pour l'expression de la subjectivité. Et puis, nous voyons aussi les discours directs au passé, etc. Est-ce que c'est aussi ça, en fait, c'est les choses que tu utilises dans tes pratiques de classe? Oui, oui. Mais en fait, peut-être pour en revenir à ton exemple, Ouais. c'était peut-être le niveau B est peut-être, comme vous avez dit, le niveau analyse. Donc, vous décrivez vos tâches, vous faites des liens entre les recherches qui ont été proposées. Mais peut-être au niveau C, c'est peut-être un peu comme le poste de gestionnaire, si vous voulez, ou de directeur. Effectivement. Donc, ça serait, j'aimerais vraiment que mes analystes soient compétents. Mais est-ce que ce sera nécessairement le cas? Pas nécessairement. Donc, peut-être que en les formant, ils deviendraient plus compétents. Mais de là à savoir s'ils vont vraiment devenir compétents, pas nécessairement. Donc, c'est un désir qui pourrait peut-être ou non se réaliser. Donc, c'est peut-être un peu dans ce sens-là. Un peu dans ce sens-là. Merci beaucoup. Et donc, nous venons là, en fait, de discuter du format de l'examen. Nous voyons que le format de l'examen, ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi arbitrairement. Que ce soit en russe, que ce soit en punjabi, que ce soit en français, en anglais, en kiswahili ou en mandarin, nous voyons en fait, ou dans n'importe quelle langue, nous voyons que l'examen doit refléter au fait les différentes étapes d'expression ou de compréhension. Et ces étapes, ce sont les étapes qu'on a subdivisées en 3.
C'est-à-dire, nous avons les niveaux qui est supposé être débutant. Nous avons toujours donné cet exemple d'un enfant qui apprend au niveau élémentaire. Et l'élémentaire, c'est beaucoup plus ces niveaux où tu interagis avec tout ce qui est toi. It's all about me at this level. So, am I able to talk about myself? Am I able to explain things about myself, talking about my responsibilities, my tasks, and so on. That's the first level. Nous avons les niveaux intermédiaires encore, comme tu l'as dit. Qu'est-ce que les grandes lignes, en fait, pour notre public? Oui, ouais. Donc, pour le niveau B, c'est encore concret, mais c'est de commencer à parler des différentes connexions entre les idées. Donc, pour que ça soit un peu plus... pour que ça réfléchisse un peu plus, une idée un peu plus développée. Donc, peut-être au niveau de du récit, de la narration, ou des choses comme ça. D'accord. Et donc, toujours, nous prenons cette analogie d'un enfant qui apprend une langue et nous essayons en fait d'utiliser cette analogie dans les milieux professionnels. C'est que le niveau A, j'en ai déjà parlé. Le niveau B, comme vient de le dire mon collègue, c'est qu'il faut construire des phrases un peu plus longues. Il faut être capable de construire, de faire les liens entre plusieurs phrases. Mais aussi, il faut comprendre que le niveau B, c'est que vous amenez dans votre environnement immédiat ce qui n'est pas de votre environnement immédiat. Et ici, it's not all about you, it's not all about you, it's not all about me, comme les premiers niveaux. Le premier niveau qui est le niveau débutant, it's all about me, it's about my tasks, it's about my responsibilities, it's about my work, how I identify things, how I describe things. That's the level A. Pour le niveau B, par contre, en fait, ici, vous allez au-delà de ça. So, you are telling stories, you are receipts, you are doing projection in the future. Vous commencez à parler de votre retraite, qu'est-ce qui arrivera à votre retraite. Vous utilisez le futur simple, vous comprenez la nuance entre le futur simple, le futur proche, le futur antérieur, le passé composé pour les histoires du passé. Vous savez décrire, vous savez comparer, vous savez utiliser les structures grammaticales beaucoup plus poussées. Ici, vous commencez à utiliser la comparaison du passé, comparer les conditions, par exemple, de votre travail dans le passé, avec le présent et les perspectives d'avenir. Ici, vous devez utiliser les comparatifs, le superlatif. Et donc, tous ces éléments-là sont des éléments sur quoi nous nous appesantissons avec ma collègue Souane aussi dans nos pratiques des classes. Et les niveaux avancés, qu'est-ce que vous en dites encore? Je dirais que ce serait là où vous devez commencer à pas seulement décrire votre réalité ou la réalité de votre passé, mais plutôt de commencer à décrire peut-être vos désirs, donc tout ce qui est un peu plus abstrait, tout ce qui n'est pas accessible, toutes les possibilités qui pourraient éventuellement se passer ou qui se seraient peut-être passées dans le passé si vous ne connaissez pas l'histoire. Donc, c'est vraiment au niveau de l'abstrait. Donc, c'est là peut-être, comme mentionné auparavant, que vous êtes rendu un gestionnaire ou vous avez des attentes envers vos employés, ou même si vous devenez plus grand et que vous commencez à avoir des désirs et que vous commencez à vouloir donner pas nécessairement des ordres, mais essayer de gérer les gens pour atteindre un but que peut-être les employés ne comprennent pas encore, mais que éventuellement, en les guidant, en ayant bonne foi. Dans l'abstrait aussi, pour imaginer des solutions à des problèmes. Des solutions. Est-ce qu'il y a des astuces par rapport au format que tu peux partager avec les autres enseignants qui nous suivent ou les apprenants ou tout simplement des éducateurs, des gens qui sont en charge des formations dans des ministères que tu peux vouloir partager comme ça, en fait, ils savent comment est-ce que ce format de l'examen peut nous guider, nos enseignants, nos éducateurs, à concevoir en fait le plan de cours par rapport en fait aux objectifs d'apprentissage de nos apprenants. Je dirais que la clé pour former les employés ou les apprenants,
ce serait vraiment d'y aller peut-être d'une étape à la fois. Commencer, si un étudiant n'a jamais enseigné le français, Oui. Si un apprenant n'a jamais appris le français, Oui. commencer avec vraiment les choses qui sont autour de lui, parler de lui-même, le forcer, pas le forcer, mais plutôt l'aider à commencer à décrire sa propre réalité. Puis ensuite, de parler de pas seulement sa réalité pour le niveau B, mais commencer peut-être à apporter des éléments qui sont... C'est quoi ça? Oh, est-ce que c'est plein? C'est plein aussi? Peut-être que c'est plein. Ah, c'est automatiquement. Yeah. Ça va être plus d'1 heure, c'est ça. Mais c'est chill. Mais on peut couper aussi des parties, peu importe. Oui, donc, comme je le disais, pour le niveau B, c'est de commencer à pas seulement parler de soi-même, mais aussi de parler de qu'est-ce qui s'est passé antérieurement. Donc, commencer à faire des récits, commencer à pouvoir expliquer ce qui s'est passé avec des connexions réelles entre les idées pour qu'une personne comprenne toute l'histoire ou tout ce qui s'est passé ou peut-être même tout ce qui va se passer ou quels seront vos plans futurs. Et tandis que pour le niveau C, c'est là que vous devez commencer à pas seulement décrire votre réalité présente et ou passée et ou future, mais plutôt de commencer à parler des différentes choses qui pourraient arriver dans une façon un peu plus abstraite. Donc, comme vous avez dit, le conditionnel, le subjonctif, ce ne sont pas des temps qui sont fixés au présent, au passé ou au futur. C'est une réalité qui, potentiellement, pourrait arriver, mais on ne sait pas vraiment. C'est juste une possibilité. D'accord. Merci, au fait, pour cette astuce que tu partages avec notre public qui constitue des enseignants, des étudiants et des éducateurs en général, ou les gens qui sont en charge, en fait, de l'éducation. Alors, chers collègues, chers étudiants, ma collègue Swan et moi, nous avons pensé que c'était sage, en fait, de réfléchir sur le format de l'examen et de là, en fait, trouver que peuvent être les techniques des classes qui peuvent refléter ce format de l'examen. Vous cherchez, en fait, le niveau B, vous cherchez le niveau C à l'oral et nous savons, en fait, tous l'examen, en fait, quel est le format de l'examen. Comment, en pratique des classes, on peut avoir un programme pendant 15 heures, 30 heures, 40 heures, selon votre niveau. Comment est-ce que ce format peut nous pousser à avoir, en fait, un plan qui vous aide réellement? Nous savons déjà qu'après votre formation, vous serez amené, en fait, à être identifié comme débutant, intermédiaire ou peut-être intermédiaire 2, quelqu'un seulement qui cherche, en fait, le niveau avancé, le niveau C. Alors, cela peut nous amener à créer, en fait, le plan qui reflète réellement, en fait, les examens que vous prenez. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire tout simplement que au niveau, ce que nous essayons d'abord à comprendre ou à consolider, au fait, les questions de première partie qui sont les questions, en fait, qui touchent tout simplement votre quotidien au travail. Et ça reflète tout simplement all about you, all about me. Who am I? What are my responsibilities? What are my tasks? Ça, ce sont les questions, en fait, qu'on se pose ici. C'est tout par rapport à vous. Et nous essayons un tout petit peu, en fait, de trouver des questions pour répondre et de vous préparer et de lier, en fait, de pratiques, du moins des structures grammaticales, en fait, qui vous aident à démontrer, en fait, ces compétences. Au niveau B, comme l'a dit, en fait, notre collègue Swan, c'est que à ce niveau, nous essayons un tout petit peu de naviguer avec vous la possibilité de faire un récit, une narration, aller dans le passé et d'aller dans l'avenir aussi, raconter les choses qui arriveront ou tout simplement vos projections dans l'avenir. Et là, nous devons faire appel encore à des structures grammaticales
que ce soit la morphologie ou la syntaxe, c'est-à-dire les structures grammaticales qui nous permettent un tout petit peu de nous exprimer à ces niveaux. Ce sont juste des outils, l'imparfait ou le passé composé, les futurs simples, le futur proche, le futur antérieur. Ce sont des outils qui nous permettent de démontrer ces compétences pragmatiques qui sont évaluées à l'examen. Comme je l'ai dit avec ma collègue Swan, c'est qu'au niveau C, le niveau C, quant à lui, à ce niveau-ci, vous n'êtes pas... La grande différence entre le niveau B et le niveau C, c'est que ce niveau, c'est plutôt le niveau du moins abstrait. C'est-à-dire, le niveau B, c'est le niveau factuel, et le niveau C, c'est le niveau abstrait. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, au-delà de tout ce qui est objectif, tout ce qui est descriptive, hein, c'est que vous pouvez décrire, descrivable. Tout ce qui est décrivable. Décrivable, oui, c'est la langue. Tout ce qui est décrivable, c'est que, au-delà de tout ce qui est décrivable, c'est que vous devez être capable aussi d'imaginer des solutions idéales. Et c'est à ce moment-ci, que nous avons des structures de grammaire ou de conjugaison, qui touchent aussi des éléments qui vous permettent de soutenir ces compétences, de l'expression de l'abstrait. Ça peut être les conditionnels, les hypothèses en général, si je peux le dire ainsi. Nous voyons les subjonctifs, le discours et le style indirect, etc. Voici des éléments. Voici comment nous préparons vos cours. Voici comment nous préparons le plan de formation. Et tout cela, ce n'est que la réflexion du format de l'examen. Est-ce qu'il y a aussi une astuce, un conseil que tu aimerais donner regardant nos collègues et nos étudiants? Je dirais, peut-être que ça semble être beaucoup d'informations en ce moment, mais je pense que ce serait aussi important de ne pas stresser sur exactement quel est le format. Donc, il faut le prendre à la légère. Vous pouvez faire des erreurs. Il y a toujours place à ce que vous fassiez des erreurs. Donc, même si vous ne maîtrisez pas les temps du passé parfaitement, même si vous ne maîtrisez pas les temps du hypothétique parfaitement, il y a quand même une certaine place à l'erreur. Donc, n'essayez pas de devenir... n'essayez pas. Vous devriez essayer de devenir la meilleure version de vous-même, mais sachez que de faire des erreurs est aussi accepté. D'accord. Faire des erreurs, c'est accepté. Et donc, merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir suivi aussi notre podcast. Nous vous appelons à tout moment de nous poser des questions. Si vous avez des questions, nous serons contents de vous répondre. Essayez aussi de joindre notre communauté des enthousiastes bilingues. Nous sommes en train de former une communauté qui va soutenir beaucoup vos efforts à être bilingue dans la fonction publique et dans les secteurs publics en général. Et donc, joignez si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement ou des enseignants qui sont capables de vous conduire, qui comprennent, qui sont passés par vous, qui ont été fonctionnaires comme vous. Et donc, joignez notre communauté. Et donc, à nous revoir à la prochaine.